Bon dimanche tout le monde, c'est votre topo des marchés en ce dimanche 3 avril 2022. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Éric Fournier, directeur département grains et commodités chez Bernard Breton Incorporé. Grosse semaine de rapports cette semaine, hein. On avait un gros rapport dans le porc, le Hogs and Pigs, et dans le grain, celui sur les stocks, et évidemment le tant attendu, celui sur les intentions d'ensemencement aux États-Unis, avec quelques chiffres surprenants, c'est ce qu'on va regarder plus en détail. Si on commence avec les stocks américains, on va commencer par le maïs. Oups, je vais aller chercher mon graphique. Les stocks. Il n'y a pas eu tellement de surprises dans ce rapport-là. Hein. Ça a sorti à peu près où est-ce que le marché s'attendait. Il n'y a pas tellement de gros écarts là, entre les attentes et le chiffre final. Pour le maïs, comme vous voyez ici sur le graphique, on parle de 7,85 milliards de boisseaux versus 7,7 l'an dernier. Donc, pas de surprise à ce chapitre. Si on va voir maintenant celui du soya, voilà. On était à 1,93 milliards de boisseaux au 1er mars versus 3,15 au moment de la récolte au mois de décembre. C'est pas la récolte vraiment, là, c'est les inventaires du 1er décembre. Par contre, celui du soya, je me questionne un peu sur le bilan, en fait, là, sur les stocks finaux annoncés pour l'année en cours, là. Quand on regarde les écarts qu'on a en termes d'inventaire, si vous regardez le graphique dans la section mars, on avait 1,93. L'an dernier, à pareille date, on était à 1,56 milliards. Ça nous fait un écart de 370 milliards, pas milliards, excusez, mais millions de boisseaux, parce qu'il y a 370 milliards, ça fait un gros tas de soya. Excusez-moi, évidemment, c'est 370 millions de boisseaux d'écart entre le 1er mars cette année et l'an dernier. Là où je veux en venir, c'est comment expliquer cet écart-là versus le bilan où est-ce qu'on voit les stocks de fin qui sont à toute fin pratique semblables, les stocks de fin prévus semblables à ceux de l'an dernier. Avec cet écart-là, on peut l'expliquer avec une récolte qui était environ 200 millions de boisseaux plus élevée cette année que l'an dernier. À ça vient s'ajouter une baisse de la demande d'environ 80 millions de boisseaux. Évidemment, ce 80 millions de boisseaux-là, c'est sur l'année au complet, mais mettons qu'on le mette dans notre calcul. J'explique là, 280 millions du 370. Donc, grosso modo, il y a 100 millions de boisseaux qui vient de où, là? C'est ça la grande question. J'ai hâte de voir dans le bilan d'avril comment l'USDA va réajuster ses chiffres, mais j'ai l'impression que je serais pas surpris de voir des chiffres à la hausse à côté stock de fin dans le soya, compte tenu de cet écart-là là, qu'on a dans ce rapport-là. Maintenant, je pense que ce qui vous intéresse plus, c'est les intentions d'ensemencement. Voilà, le petit graphique de superficie ensemencée aux États-Unis. La grosse surprise est venue du côté du maïs. Hein. On parle de 89,5 millions d'acres versus 93,4 l'an dernier. Et le soya passe de 87,2 à 91 millions d'acres. Donc, il y a comme une échange, c'est un 3,6 millions d'acres, plus ou moins, là, qui passe du soya au maïs et vice-versa. Donc, c'est un échange maïs-soya. Le marché s'attendait plutôt à des ancrages autour de 92 millions d'acres en ce qui concerne le maïs. On sort à 89,5. Réaction positive du marché quelques minutes après la sortie, mais vous voyez, on termine la semaine, si on regarde les chiffres à côté de vous, on a terminé la semaine avec une baisse de prix, donc je crois que le marché a peut-être pas acheté ces chiffres-là en se disant non, ça se peut pas, avec les prix qu'on a là, le contexte actuel avec l'Ukraine, etc. En tout cas, on verra. Hein. Le rapport final de tout ça sort en juin. Donc, on va savoir ce qu'il en est vraiment à partir du mois de juin. Mais ce que ça envoie comme signal aussi, ce rapport-là des intentions d'ensemencement, c'est un marché de météo qui vient de commencer pour les États-Unis. Et vous allez avoir le premier rapport hebdomadaire, là, le Crop Progress, là, qui sort à chaque lundi. Le premier sort la semaine, cette semaine en fait. Là, demain, on va avoir notre premier rapport là-dessus. Les premiers chiffres, ça va concerner les conditions dans le blé, évidemment, parce que les semis sont commencés dans le sud des États-Unis, mais c'est c'est pas encore assez avancé pour mettre des chiffres officiels là-dessus, mais on va pouvoir suivre la progression de tout ça au fil des semaines. Donc, ça va pour ça. Si on va un peu du côté, je me cherche un matin, je cherche ma souris, c'est parce que j'ai deux souris. Bon, la bonne souris. Ici, on a le marché du maïs. Vous voyez, hein, depuis quelques semaines, je dirais même plutôt dans le dernier mois, hein, vous voyez mars, là,
On fait du surplace. Il y a des mouvements, des gros mouvements, des fois d'une journée à l'autre, là, mais on commence à faire du surplace, puis peut-être même une petite légère tendance à la baisse. Pour le meilleur, ce que ça signifie, c'est que ça va nous prendre une grosse nouvelle, des nouvelles fraîches là, pour relancer ces prix-là. Est-ce que c'est impossible que les prix repartent à la hausse? Non, évidemment. Si ces chiffres-là les chiffres d'ancrage aux États-Unis devaient se confirmer, puis que la météo ne collabore pas beaucoup, c'est sûr que les prix vont repartir vers le haut. Mais ici, c'est le contrat de mai qu'on a sur le graphique. Fait qu'évidemment, la nouvelle récolte, oui, peut avoir un impact, mais on comprend que c'est plus sur les échéances à partir de décembre que c'est impacté. Puis c'est ce qu'on a vu cette semaine. Les accords de prix commencent entre chaque échéance, commencent à se rétrécir. Puis c'est des échéances court terme qui ont reculé, mais les long termes, ce qui est pour la prochaine récolte, en fait, ont progressé cette semaine. Donc, sur le plan technique, si on va voir le maïs ici, on va cliquer là, voilà. Vous voyez que ça change d'une semaine à l'autre. En fait, quand on prend la moyenne de tous les indicateurs, on est au neutre présentement. Donc, ça signifie, on voit, hein, c'est un marché neutre, un marché de côté là, qu'on a depuis le début du mois de mars. Donc, le vent commence à tourner lentement. Donc, comme je l'ai mentionné, ça va prendre des nouvelles fraîches et importantes pour relancer ce marché-là. Sinon, les prix risquent de s'effriter tranquillement, pas vite. Maintenant, si on va voir du côté du soya, on termine la semaine avec une baisse de 7,5% du prix de la fève soya sur le marché à terme. Évidemment, le rapport de cette semaine sur les intentions d'ensemencement qui se ramasse avec des superficies records, si ça se confirme, ce serait la plus grande superficie jamais ensemencée en soya aux États-Unis. Donc, vous comprenez qu'on ne manquera pas de soya pour la prochaine année. Donc, très négatif pour ce qui est du prix du soya. Donc, c'est pour ça qu'on termine la semaine en si forte baisse. Puis, vous voyez les indicateurs techniques. Là, on est passé présentement en mode vendre et non plus en mode achat comme au cours, je dirais, des derniers mois. C'était même pas dernière semaine, c'est les derniers mois. Hein, on était toujours en mode achat. Présentement, on est en mode vente. C'est pas forte à vendre, mais vous voyez que la majorité des indicateurs sont passés maintenant dans le rouge. On a 13 sur 28 qui sont en mode vente présentement. Donc, un vent de face pour le marché du soya. Dans le tourteau, même chose, hein, vous voyez la baisse est à peu près dans les mêmes proportions, hein, presque 8% de baisse cette semaine. Pour les acheteurs de tourteau, c'est une bonne nouvelle, ça fait baisser les prix. Est-ce que ça va se maintenir? On verra, mais c'est sûr que si on a beaucoup de fèves soya disponibles à l'automne, ça veut dire possiblement beaucoup de trituration, donc beaucoup de tourteaux de soya également. Donc, ça suit un peu le marché, la disponibilité de tout ça. Puis les indicateurs, écoutez, c'est la même chose que dans le soya. Hein. On a les mêmes, on est rendu à la même place. Côté technique, on est en mode vente présentement. Est-ce que tout ça pourrait changer pour le secteur du soya? Oui, c'est sûr qu'on n'est pas, comme j'ai dit tantôt, hein, on commence un marché de météo. La carte, quand on regarde la carte de sécheresse des États-Unis, c'est ouch, c'est rougi tout au long de l'hiver. Ça semble pas vouloir dérougir beaucoup, donc s'il n'y a pas des précipitations ce printemps qui sont assez importantes, le marché va être très nerveux, excessivement nerveux, donc on pourrait avoir des rebonds dans les prix, même si on prévoit des superficies très importantes. S'il pleut pas, les rendements seront pas au rendez-vous, donc ça fera pas nécessairement une récolte record dans un scénario comme celui-là. Maintenant, du côté du blé, si on vient voir ici, vous voyez, c'est le prix du blé depuis la mi-mars s'effrite lentement, une tendance claire à la baisse là, qui vient d'embarquer dans ce marché-là, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'était des prix qui étaient historiquement très, très, très élevés. C'est sûr que les prix pourraient rebondir là aussi assez rapidement parce que le dossier Ukraine qui est le prix de marché à terme en fait dans le blé n'est pas clos. Hein. La guerre se continue donc on ne sait pas trop qu'est-ce qui va être semé. Les agriculteurs ukrainiens dans certaines régions ont commencé à semer. Est-ce qu'ils vont être capables de récolter? Est-ce qu'ils vont être capables d'exporter? Il y a encore un paquet de questions où on ne trouve pas de réponse. Donc, attention, oui, tendance à la baisse dans le prix du blé, mais ça ne veut pas dire que tout ça est fini, qu'on s'en va vers des niveaux plus normaux. Donc, il y a des rebonds peut-être qui sont à prévoir là, dans ce marché-là. Côté américain, mais on parle de peut-être c'est autour de 1,5 million d'acres de plus de semés en blé. Donc, avec le rapport hebdomadaire de l'USDA, on va pouvoir suivre la progression de tout ça.
Côté technique, bien évidemment, ici, vous voyez qu'on est passé au neutre. Hein. Les indicateurs sont pas tous d'accord, ce qui fait qu'on est présentement en période neutre côté technique. Maintenant, marché du porc. Cette semaine, dans le porc, j'en ai parlé tantôt, on va aller chercher le petit graphique ici. Le Hogs and Pigs, un rapport qui sort à tous les 3 mois aux États-Unis, qui donne l'état des inventaires de porc et une indication sur la production à venir. Souvent, ce rapport-là nous avait donné des chiffres par le passé, comment je pourrais dire, pas qui étaient pas précis, mais qui étaient peut-être un peu dans les extrêmes. Celui de décembre, qui était le dernier, avait misé assez juste là, en termes de baisse de production pour les mois qui sont passés. Quand on regarde les inventaires ici, ce qu'il faut regarder pour les inventaires court terme, c'est-à-dire les 180 livres et plus, c'est ce qu'on livre. Le rapport, le sondage a été fait au 1er mars, en fait. Donc, les 180 livres et plus, c'est des livraisons actuelles. Vous voyez, c'est un moins 3,8% de baisse d'inventaire. C'est en ligne avec les chiffres d'abattage qu'on a dernièrement. Par contre, cette semaine, les chiffres d'abattage, on est à 0,7% de recul sur l'an dernier. Là, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on a reculé, on avait des gros chiffres de recul à venir jusqu'à maintenant, mais là, les comparatifs de l'an dernier étaient sur des abattages plus petits, donc c'est peut-être normal de voir les pourcentages se resserrer, mais quand on regarde le Hogs and Pigs, avec les 120 livres et plus, on prend les 2 dernières catégories de porc lourd, faudrait rouler autour de moins 3,5 à presque 4% de baisse. Ça l'indique à peu près pour les 2 à 3 prochains mois, là, de vente. Donc, pour se rendre à l'été, on devrait continuer à tourner en bas, autour de 3 à 4% de baisse de production. Si la production devait continuer sur la tendance de cette semaine, ça voudrait nous indiquer que le Hogs and Pigs était peut-être pas tout à fait juste. En termes de poids d'abattage, pour rester dans les abattages de cette semaine, on est rendu sur une base vivant à 2 livres de plus que l'an dernier. Si je reviens à mon Hogs and Pigs, après ça, pour ce qui est de l'été, ben vous voyez, hein, c'est 1 à 2% de baisse d'inventaire, là, les 0 à 119 livres. Là. Donc, on reste quand même dans le rouge. C'est des chiffres que le marché s'attendait. Le marché s'attendait à du négatif, là, en fait. Là, c'était les baisses qui étaient anticipées, mais les baisses étaient moins importantes. Le marché était plus optimiste que le rapport nous l'a donné. Curieusement, ça n'a pas empêché le marché de reculer cette semaine, même avec la sortie de ce rapport-là. On comprend que présentement, le prix cash commence à plafonner un peu, donc c'est peut-être ça qui explique le recul de cette semaine. Découpe aussi, découpe beaucoup de up and down, mais elle va nulle part, là, puis les marges entre le cash et la découpe est très 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 serrée. Donc, ce qui fait en sorte que les abattoirs ont moins d'intérêt à faire monter le prix au comptant parce que la marge entre les deux est très très serrée. Finalement, si je reviens encore une fois, je me perds maintenant, on passe un peu partout, je reviens à mon Hogs and Pigs, je veux le terminer. Ça, c'était pour ce qui est des inventaires actuels. Au niveau du cheptel, ben, moins 2,3% moins de têtes totales, incluant le nombre de truies. Le nombre de truies, ben, lui, est en baisse aussi, à peu près dans le même chiffre, là, c'est 2% moins de truies. Le marché s'attendait à moins 1, on a moins 2%. Donc, beaucoup moins de truies. Donc, même si on devait relancer la machine ce matin, l'année 2022, on comprend que c'est réglé, hein, parce que ça prend au moins 10 mois à faire un porc. De la saillie jusqu'à la livraison à l'abattoir. Donc, on parle quasiment d'un an. Donc, même si on repartait tout ça, ça serait pas pour 2022, mais bien pour 2023. Alors, après ça, les intentions de mise bas, encore des chiffres négatifs. Des chiffres qui tournent entre 1 à 1,5% de baisse d'intention de mise bas. Donc, tout ça pour dire que vous voyez la colonne, hein, tout est rouge. Donc, c'est un rapport qui était somme toute positif pour le marché. Donc, qui pourrait aider à soutenir les prix si ces chiffres-là se réalisent, évidemment, dans la vraie vie. Si on revient au marché à terme, vous voyez ici, c'est le contrat de juin qu'on a ici. Vous voyez, on a touché les sommets la semaine dernière. Là, on termine la semaine sur... Bon, ce que vous avez pas vu, c'est qu'il y a eu une petite coupure, une petite interruption. On continue. Donc, c'est ça. On a touché les sommets la semaine dernière pour le contrat de juin. C'est ça. On termine la semaine à 120 qui sont des prix quand même extrêmement élevés. Mais qui sont présentement à la baisse. Vous voyez, on termine la semaine avec un 4,29% de baisse sur la semaine. Les indicateurs techniques sont encore en mode achat, donc c'est pas complètement négatif, là, même si on a eu des reculs cette semaine.
sur le plan technique, ça demeure quand même positif pour le prix du porc. Si maintenant on va voir ce que ça nous donne en dollars canadiens, ce même 120 là, ben, on termine la semaine à 307,40. C'est des très très gros chiffres, hein. C'est des chiffres qu'on n'est pas habitué de voir dans le porc. Surtout que ça se maintient depuis un bon bout de temps. Donc on est à 307,40. La moyenne 12 mois, c'est-à-dire pour la période d'avril 2000, c'est mai 2022, parce que vu que le mois d'avril est commencé, je repousse ça d'un mois, donc mai 2022 à avril 2023. Ça me donnait une moyenne d'un petit peu plus que 259$ du 100 kg. La semaine dernière, on tournait, si je me souviens, autour de 265$, donc c'est un recul de 5 à 6$ du 100 kg au cours de la dernière semaine pour notre moyenne 12 mois. Maintenant, pour terminer, dollar canadien. Le dollar canadien termine la semaine sur une petite baisse, vous voyez, 0,31%, mais quand on regarde le graphique, vous voyez qu'il a connu quand même une bonne poussée dans les dernières semaines, tout au long presque du mois de mars en fait. Là. Est-ce qu'on va retrouver une certaine stabilité à ce niveau-là? On verra. Ce qui a fait reculer le dollar canadien vendredi, probablement les chiffres d'emploi aux États-Unis, le taux de chômage. On est revenu à un taux de chômage aux États-Unis qui était un bas historique avant la pandémie, puis même on fait encore mieux. On parle des années 60 là, pour voir un taux de chômage aussi bas aux États-Unis à 3,6%. Donc, je crois que pour le marché américain, la pandémie est derrière nous. En ce qui concerne le dossier inflation, bien évidemment, c'est pas réglé là non plus. Aux États-Unis, je pense que le chiffre a sorti à 6,4, 6,5 là, pour ce qui est des données du mois de mars. C'est un chiffre extrêmement élevé, donc c'est sûr que les hausses de taux d'intérêt sont encore sur le radar et pourraient s'accélérer si ça continue, si ça n'a pas tendance à vouloir reculer cette inflation-là, donc ça sera surveillé. Je l'avais déjà mentionné, hein, en fait, ce qui est à surveiller, c'est les écarts entre les hausses de taux entre le Canada et les États-Unis, hein, qui pourraient donner une direction au dollar canadien. Tant et aussi longtemps qu'on augmente les taux à la même vitesse, ben, le taux pourrait se maintenir à peu près autour du niveau actuel, là, dans une braquette de peut-être 78 à 80, là, ce qu'on a vu au cours des derniers mois, en fait. Là. Par contre, si les Américains devaient accélérer, aller dans un mode plus rapide que la Banque du Canada, ben, à ce moment-là, on pourrait voir le dollar canadien reculer. Et à l'inverse, si la Banque du Canada accélère et procède à des hausses de taux plus agressives que la Fed américaine, ben à ce moment-là, ce serait l'inverse et le dollar canadien pourrait continuer à s'apprécier. En termes de perspective pour le dollar canadien, l'éventail demeure très très large. Hein. On a du 83 et aussi bas que 75-76, donc on est comme dans le milieu de cette fourchette-là présentement. En tout cas, il va falloir voir avec le temps où est-ce qu'on s'en va avec ça, mais pour le moment, le dollar devrait rester dans sa palette actuelle là, que je vous mentionnais tantôt, là, du 78,80. Donc, ça terminerait la capsule, le topo pour cette semaine. Encore une fois, si vous avez des questions, des commentaires, des ajouts, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez me joindre au 418-475-6641, poste 147. Vous pouvez m'écrire au fournier@bernardbreton.com. Et je l'avais déjà mentionné, on achète du grain, hein, du maïs, du blé. Si vous avez du grain à vendre, ben, n'hésitez pas à me contacter. Et sur ça, ben, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci, à la semaine prochaine. Bonjour.